Alors, bonjour à tous et merci de participer à ce webinaire dédié à la fidélisation. Il est 10 heures pile et donc on va avoir le plaisir de commencer ce webinaire avec Frédéric Eugène Exact. Donc, vous aurez 2 Frédéric aujourd'hui pour le prix d'un. Et donc, en fait, la thématique d'aujourd'hui, c'est écoute client et personnalisation, 2 leviers clés pour fidéliser. Alors, aujourd'hui, on a la chance d'avoir 2 intervenants. Donc ici, Frédéric, je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et à tous, Frédéric Eugène Exact, je travaille à la Poste, je m'occupe d'expérience client et de digitalisation des solutions marketing. Merci Frédéric. Donc moi, si vous ne me connaissez pas, je travaille pour Eloquent. Je suis product manager et chargé de certains projets digitaux chez Eloquent. Alors Frédéric, pour ceux qui ne connaissent pas la Poste, est-ce que tu pourrais nous parler de ton entité et de la filiale en fait de la Poste pour laquelle tu travailles? Je pense que tout le monde connaît la Poste, mais je peux repréciser en tout cas ce qu'on fait. Au niveau des solutions marketing, on travaille sur des solutions qui permettent d'activer des messages marketing en print ou en digital auprès de bases qualifiées, soit des bases prospects, soit des bases clients. C'est pour ça qu'on va se parler aujourd'hui de fidélisation. Et on a vraiment à peu près toute la palette de solutions en termes d'activation, que ce soit sur de l'emailing, des réseaux sociaux, du SMSing. Donc c'est tout ce qu'on propose au sein de la BU Solutions Marketing dans lequel je travaille. Merci Frédéric pour cette belle présentation. De mon côté, en fait, si vous ne connaissez pas Eloquent, Eloquent est éditeur de solutions de centres de contact et de feedback management. Donc, qu'est-ce que c'est la solution de centre de contact? C'est tout simplement la gestion des interactions omnicanales, téléphone, chat, mail et bien sûr callbot, bien sûr chatbot, avec les intégrations si nécessaire avec les CRM tels que Salesforce, Microsoft CRM, etc., etc. Et bien entendu du self-care, comme je l'ai dit, avec les bots. La deuxième partie et le deuxième métier d'Eloquent, c'est les solutions de feedback management, avec bien sûr de l'enquête client en cas de satisfaction omnicanal, email, téléphone, SMS, etc., etc. On va également monitorer le parcours client et enfin, on va aller jusqu'à la publication d'avis, des avis clients sur, par exemple, Google My Business ou Trustpilot. Donc ça, c'est nos métiers. Et ça, en fait, c'est ce qu'on fait depuis plus de 20 ans, puisque Eloquent a débuté en 2021. Donc, on a 3 sites en Europe, on est une centaine de personnes, on gère près de 450 millions d'interactions, que ce soit du téléphone, du chat, du chatbot, etc., etc. Et donc, on envoie près de 150 millions d'enquêtes de satisfaction client ou collaborateurs, puisqu'on fait aussi une enquête collaborateur. Par exemple, si vous allez dans une boutique SFR, on vous envoie derrière une enquête de satisfaction. Si vous êtes client Orange, vous voyez les avis qui sont publiés via Eloquent, etc., etc. Voilà. Donc, on a plus de 300 clients. Alors, pour maintenant passer au vif du sujet, on va passer ensemble à peu près 45 minutes. Donc, si vous avez d'ores et déjà des questions, n'hésitez pas. Et puis, même si vous souhaitez, par exemple, des informations un peu plus précises sur un secteur d'activité, n'hésitez pas. Donc, je vois ici qu'on a Mylène, on a Véronique. N'hésitez pas à poser vos questions en disant, tiens, j'aimerais avoir telle information, je suis dans tel secteur d'activité. On essaiera bien sûr de personnaliser notre discours à votre secteur d'activité. Donc, le chat est à votre disposition. Donc, au sommaire de ces 45 minutes, on va voir ensemble comment fidéliser au départ. On va rester un petit peu sur les fondamentaux et les basiques. Et ensuite, on va vraiment passer au concret avec des cas clients, avec comment créer du lien avec ses clients au travers du feedback management. Et ensuite, Frédéric nous parlera justement de la partie opérationnelle et comment on va associer efficacement digital et physique. À la fin, bien sûr, on passera à la conclusion et au plan d'action. Et on aura la chance de faire un peu de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas pendant toute la présentation à poser vos questions dans le chat. Soit on les prendra directement, soit on les prendra à la fin. Alors, donc on va commencer par une petite introduction. C'est vrai que quand on parle de fidélité, de fidélisation, je pense qu'il faut revenir un peu sur les fondamentaux et des basiques. La première chose, c'est qu'il y a véritablement pour moi 2 grands types de fidélité. Il y a le premier type de fidélité qui est vraiment la fidélité, ce qu'on appelle attitudinale, c'est-à-dire l'attitude. C'est véritablement un état d'esprit, une loyauté, un attachement qui est souvent lié en fait à l'émotion, à la valeur ajoutée qu'on a avec une marque, à la qualité du produit. Et en fait, cette fidélité-là
est vraiment forte lorsqu'on a créé un relationnel fort avec ses clients. C'est vraiment lié à l'affinité du produit, à l'affinité avec la marque. Le but, en fait, c'est de créer du lien. Je vous ai mis, de manière un petit peu humoristique sur la droite, des exemples poussés à l'extrême où certaines personnes vont jusqu'à se tatouer sur le bras le logo de la marque. Donc là, c'est vraiment l'extrême de la fidélité. Donc la fidélité est véritablement une attitude qu'il va falloir nourrir. Et la deuxième chose, c'est ce qu'on appelle la fidélisation. La fidélisation est bien plus comportementale, c'est-à-dire qu'on va essayer d'attirer cette fidélité grâce à un programme qui va tout simplement proposer des cadeaux, des promotions, des bonus, etc., etc., et de favoriser un petit peu cet achat répété. Et la fidélisation, généralement, elle est liée ici, comme on le voit à l'écran, à un programme qui va être matérialisé. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on a une complémentarité ici dans ce webinaire entre Eloquent et La Poste, puisque Eloquent va vraiment s'attacher à cette fidélité attitudinale, donc créer cette fidélité. Et puis, Frédéric, toi, tu t'occupes plutôt de cette deuxième partie qui est la fidélité comportementale, hein, c'est ça? Oui, puisque les canaux d'activation sur lesquels on travaille vont venir alimenter le parcours client et générer finalement les éléments que tu indiques ici, c'est-à-dire générer de la répétition, générer de la rétention, générer l'action de demain du client vers la marque. Et donc, c'est ça qu'on vient nous favoriser, en fait. C'est avec un message au bon moment, au bon client, avec le bon format, essayer de favoriser cette rétention et cette répétition. Ouais, donc c'est pour ça qu'on a fait ce webinaire en commun, pour que vous ayez à votre disposition les 2 clés de la fidélité. Alors, bien entendu, la fidélité, je vais pas y passer, très longtemps, mais elle doit se mériter. La fidélité, c'est déjà 1, répondre aux attentes des clients, 2, adapter son offre et écouter ses clients lorsqu'ils sont insatisfaits ou qui n'ont pas bien compris, être là à leur écoute. Optimiser le parcours client grâce à leur feedback. Ensuite, avoir des collaborateurs engagés, une communauté engagée quand justement il y a quelque chose qui ne se passe pas bien ou qu'on a besoin d'aide, et ben c'est là en fait que les collaborateurs doivent faire la différence. Et justement, lors de ces moments de vérité, essayer de créer l'effet waouh, un petit peu le mantra d'éloquent. Alors pour illustrer de manière un petit peu classique, moi j'aime bien cette métaphore que j'ai volée à Guillaume Antonietti, l'auteur du livre Culture Client. C'est en fait le fait en fait lorsque je vais par exemple commander un café dans un bar, et ben en fait quand je vais commander un café dans un bar, je dis voilà, donnez-moi un café s'il vous plaît. Ce que je m'attends au minimum, c'est ce café, éventuellement avec du sucre parce que moi j'aime bien un café un peu sucré et si possible rapidement pour que le café je l'ai et j'ai pas à attendre 3 heures. Ce qui me fera en fait revenir et donner un avis positif à la marque, c'est que j'ai mon café dans les temps avec le sucre et pourquoi pas un petit biscuit à côté. Là, je me dis, tiens, j'irai plutôt dans ce café-là plutôt que d'un autre. Et ce qui va vraiment me faire un effet waouh et faire en sorte que je vais vraiment en parler à mes collègues en disant ouais, c'était super, si tu dois prendre un café à tel endroit, va plutôt à tel endroit. Ça, soit ça va être le café exceptionnel, donc un produit exceptionnel, soit c'est la petite attention qui va faire la différence. C'est-à-dire que je pense que ça va arriver comme moi, d'aller dans un bar pour prendre un café, mais en fait avoir juste un besoin urgent et pressant. Et c'est vrai que si le serveur dit attends, vous commandez votre café, vous allez faire un tour aux toilettes, s'il vous met la petite tasse sur le café ou sur le thé qui vous dit voilà, je l'ai mis ça dessus comme ça, votre café va être bien chaud quand vous le prendrez. Ça, c'est la petite attention qui fait ah oui, il a vraiment pensé à moi. C'est cette partie orientation client qui va faire la différence. C'est ça qui va créer de l'émotion et véritablement faire la différence auprès des clients. Donc ça, c'est cet aspect exemple, mais en fait, la fidélité, on peut également la matérialiser sous la forme d'une équation très simple. Donc l'expérience client, c'est les attentes, ce à quoi je m'attends, moins la perception, c'est-à-dire ce que j'ai perçu de ce que j'ai obtenu, multiplié par l'émotion, puisqu'en fait, selon en fait la situation, selon le client, en fait, le facteur émotionnel va aller jouer de manière très très importante. Par exemple, ici, si imaginons que j'aille au restaurant pour fêter un anniversaire de mariage, si en fait je vais dans un très bon restaurant et que je paye assez cher et que finalement on me place du côté des toilettes et qu'on est servi en retard, j'aurais eu de fortes attentes et une expérience médiocre, donc je serais vraiment déçu. Si toujours pour cette aspect mariage, ok, je fais un anniversaire mariage, je vais en fait aller dans un restaurant qui est pas génial, mais qui finalement était pas très cher. Donc oui,
voilà, c'était bien, sans plus, ça aurait été neutre. Si je vais au contraire me dire, voilà, cet anniversaire de mariage, c'est les 10 ans, ça compte énormément, ce que je vais faire, c'est que je vais demander au serveur de servir une petite bague ou un truc comme ça, aussi c'est une demande de fiançailles, offrir un petit cadeau, je préviens le serveur, il y a mon effet waouh qui est fait, je suis satisfait, c'est bon. Par contre, si toujours pour cet anniversaire de mariage, je dis au serveur, ben tiens, vous allez servir une petite bague à la fin dans un petit pot, etc. Mais que là, ils éteignent les lumières, ils commencent à chanter joyeux anniversaire de mariage, ou ils mettent un petit gâteau en plus. Là, je dis waouh, je m'attendais pas parce que j'aurais eu une expérience client vraiment exceptionnelle et des attentes qui étaient au-delà de ce que je m'attendais à moi. Et là, je deviendrais un fan et là, je dirais waouh, j'étais à un mariage hier, j'étais pour l'anniversaire de mariage avec ma femme hier au restaurant, c'était vraiment top. Donc là, on voit bien que cet aspect émotion, cet aspect attente va faire en sorte que on va avoir une expérience client qui peut être totalement différente d'une personne à l'autre. Mais en fait, c'est pas si simple. Là, je vous ai donné des exemples un peu typiques, mais en fait, on voit bien que c'est compliqué et c'est en théorie c'est facile, mais en pratique c'est beaucoup plus compliqué puisque les exigences clients sont en hausse perpétuelle. Quand vous avez une qualité de service qui était excellente, ben, les gens s'y habituent. Deuxième chose, on le verra avec Frédéric, c'est que les canaux sont saturés. Il faut savoir être un peu plus un peu plus différenciant. Il faut sortir du lot. Et en particulier, on voit bien qu'il y a une partie des personnes qui deviennent un petit peu allergiques à l'informatique. Il y a une étude sur l'électrolytisme, c'est-à-dire l'équivalent d'illettrisme mais pour l'informatique, qui montre que près de 23% des Français sont un petit peu allergiques ou ont du mal avec l'informatique. Alors, c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Nous, dans l'informatique, on est plutôt habitués. Chantal Bachat, notre experte informatique aussi, est extrêmement douée là-dessus sur toutes ces techniques. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde n'est pas comme Chantal, tout le monde n'est pas comme nos deux Frédéric que vous avez là. Donc, il faut être proche de ses clients, savoir utiliser le bon canal et les bons leviers. Et parfois, en fait, justement, on le verra, le papier peut être un bon moyen, en particulier dans certains secteurs d'activité. On parlera des mutuelles, où il y a une communication qui est très rare, puisqu'en fait, généralement, les gens, ils reçoivent une communication une fois par an avec leur carte d'abonné mutuel, voilà, par exemple. Donc là, en fait, on voit un petit peu les fondamentaux de la fidélisation et de la fidélité. On va commencer maintenant par ce premier pilier, le premier pilier qui est véritablement l'écoute des clients pour mettre en place du lien et surtout de l'amélioration continue. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est d'écouter ses clients. Alors justement, je vais vous lancer un petit sondage et j'aurais bien aimé savoir ici, alors vous voyez sur votre écran sur la droite, vous avez un petit sondage qui est ouvert. J'aurais voulu savoir, est-ce que vous avez mis en place un dispositif de feedback management, donc que ce soit des enquêtes clients, enquêtes collaborateurs, par exemple. Donc n'hésitez pas, je vous ai mis, est-ce que oui, vous avez mis un dispositif depuis longtemps, depuis peu, non, mais c'est en projet, non, mais c'est pas en projet, ne sait pas, ou vous pouvez aussi voter blanc. Donc n'hésitez pas, je vous laisse encore 2-3 secondes. Je regarderai juste après les résultats et je vous les partagerai à l'écran. Parce qu'en fait, pour nous, le feedback management est quelque chose qui est vraiment essentiel. Le feedback management permet justement de faire de l'amélioration continue, à la fois en écoutant les clients et les collaborateurs. Pourquoi il faut écouter également les collaborateurs? Tout simplement parce que c'est eux qui sont au contact principal avec les clients et c'est eux qui sont une véritable source des points noirs en fait dans le parcours client. Donc, je vous ai mis un exemple que je trouve vraiment intéressant. C'est Jonathan Lefebvre qui a écrit un bouquin qui s'appelle L'obsession du service client. Et j'aime beaucoup ce graphique-là où il montre en fait la progression du nombre d'inscrits au service, donc x8, avec pourtant une augmentation du ticket, c'est-à-dire une augmentation du nombre de demandes au service client qui est quasi stable, on va dire. Et tout cela, en fait, ça vient de plusieurs choses. Bien sûr, utiliser ses produits, mais surtout écouter ses clients et prendre en compte les feedbacks pour améliorer les produits, améliorer les process. Et ça, c'est vraiment la clé si on veut acquérir la fidélité de ses clients, c'est vraiment les écouter et faire en sorte que le produit soit vraiment en phase avec leurs besoins. Puisqu'en fait, le feedback management et le programme d'écoute client et collaborateurs a vraiment un impact essentiel sur la fidélité. C'est un impact opérationnel. C'est-à-dire que quand un client n'est pas content, et tout simplement, avec les dispositifs de feedback management, on a vraiment un espace d'échange avec lui. Nous, on le voit bien, chez certains de nos clients qui n'ont pas mis encore un dispositif de feedback management, qu'est-ce qui se passe? Quand les clients ne sont pas contents, ils vont sur les forums. Dans le domaine des assurances, les gens, ils vont sur Opinion Assurance, ils vont sur Trustpilot, ils vont sur Twitter, ils vont se plaindre, ils vont aller sur LinkedIn, etc., etc. Donc, il faut cet espace d'échange parce que si le client n'a pas cet espace d'échange, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rechercher un endroit pour qu'il soit écouté.
Deuxième chose, ben, bien sûr, les avis clients vont servir à rassurer les futurs prospects. On dit toujours que les clients satisfaits de maintenant feront les prospects de demain. Deuxième chose, ça a un impact managérial. Ça permet de coacher les conseillers. Par exemple, on a un client qui s'appelle Vinci Autoroute et c'est vrai que pendant l'été, bah, ils font appel à des intérimaires parce qu'ils ont un pic d'appels, tout le monde part en vacances, prend l'autoroute, etc. Et pour faire face à tous ces demandes, bah forcément, il faut plus de conseillers, des intérimaires qui connaissent pas forcément le métier. Et en fait, avec le dispositif de feedback management qu'ils ont mis en place, ils sont capables d'aller coacher quasiment au jour près les personnes qui bah, répondent de manière incorrecte ou pas suffisamment satisfaisante et ils savent sur quel niveau. Est-ce que c'est sur la partie offre, est-ce que c'est sur la partie attitude, etc., etc. Et ils sont capables de les coacher. Auparavant, ça se faisait via des écoutes clients. Généralement, c'était à la semaine, voire aux 2 semaines. Maintenant, ils sont capables de la journée près de dire ah non, mais il y a un problème avec ce conseiller, cet intérimaire-là, il faut l'aider, etc. Bien sûr, ça permet également de faire monter en compétence les agents. Et là, par exemple, on a un client qui s'appelle Ikera, qui est dans le domaine du recouvrement. Et en fait, ils utilisent des feedbacks clients, c'est-à-dire les avis clients, les remontées clients, pour s'entraîner et dire, bah, regardez, voilà comme ça se passe avec le client. Voici un exemple de verbatim. Voilà au quoi vous aurez affaire, etc., etc. Et eux, ça les aide énormément à faire prendre conscience des clients de la réalité du terrain, enfin les collaborateurs de la réalité du terrain. Troisième point, c'est la partie stratégique. Et là, tout simplement, c'est avec les feedbacks clients, on va pouvoir améliorer les produits, voire identifier des petits trucs en plus. Par exemple, on a un de nos clients qui s'appelle Geodis, et c'est vrai qu'ils voyaient en fait des fois avec l'analyse sémantique qu'il y avait des clients qui étaient extrêmement satisfaits, et ils se sont dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Et ils se sont rendus compte en fait que dans les feedbacks clients, les clients qui étaient extrêmement satisfaits, qui donnaient 5 étoiles et qui en plus félicitaient, c'était des gens qui disaient voilà, il y a le livreur qui m'a monté le colis. Non, il ne m'a pas seulement livré le colis devant ma porte, mais en plus, il me l'a monté à l'étage. Il m'a vérifié que le colis était bien en l'état. Il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Et ils se sont dit, bah tiens, il y a peut-être un service à faire. Et désormais, chez Geodis, vous avez un service supplémentaire qui s'appelle la montée à l'étage. Et tout simplement, ils se sont rendus compte, grâce à ça, qu'il y avait un service complémentaire à faire. Donc, l'aspect aussi stratégique, c'est diffuser la voix du client, diffuser une culture client, repérer ces fameux effets waouh dont je vous ai parlé, les points noirs du parcours client et bien sûr, voir cette fameuse insatisfaction cachée qui se cache énormément dans des détails et que l'on peut révéler via l'analyse sémantique des retours clients. Voilà. Alors, je vais peut-être voir un petit peu au niveau du sondage où c'en était. Donc ici, on est à grosso modo 58% des gens qui ont un dispositif d'écoute client depuis très longtemps. Donc bravo à tous. Donc presque les 2 tiers. 25% qui en ont depuis peu. Et on voit qu'il y a quasiment 8% qui ont c'est en projet. Donc je vous invite vraiment à sauter le pas parce que c'est quelque chose qui est essentiel. Après, il y en a quelques-uns 4% qui n'ont pas encore en projet et on va essayer de vous expliquer pourquoi c'est intéressant. Alors, donc, pour revenir en fait au feedback, nous, ce qu'on voit, c'est que dans les entreprises, et là on le voit, il y a 58% des personnes qui ont un dispositif de feedback, 25% qui l'ont en place depuis peu. La clé, le challenge, c'est véritablement de les exploiter. Souvent, on a véritablement une mine d'or dans son entreprise, mais en fait, on n'exploite pas ça pour améliorer le parcours client et créer des effets waouh. Et en fait, là, moi, j'ai fait un petit sondage sur LinkedIn. Alors, vous pourrez y accéder. Hein. Si vous tapez bit.ly/sondage feed, vous verrez ce petit sondage. Il y a à peu près 85, 100 personnes qui ont participé. Là, ça date de hier ou avant-hier. En fait, ça montre bien que comment faire pour que ces feedbacks clients, ces retours clients se soient transformés en véritable levier d'amélioration du parcours client et de l'expérience client. Il y a des clés principales. La première clé, c'est véritablement convaincre le CODIR, le comité de direction. Si vous avez un CODIR qui est motivé et qui est moteur, vous allez avoir les clés pour améliorer le produit. Deuxième chose, tout simplement, c'est incentiver sur la satisfaction client avec, par exemple, des indicateurs de rémunération liés en fait aux performances de satisfaction. Bien sûr, faire entrer la voix du client, mur des verbatim, newsletter avec des extraits de bonnes pratiques, etc. Ça, c'est vraiment essentiel. Souvent, ce qu'on voit, nous, ce qui marche bien, c'est au lieu de réprimander les agents qui ne font pas bien leur travail, c'est mettre en exergue et mettre en avant ce que les gens font bien dans leur travail. Et un truc essentiel également, c'est calculer le ROI de l'insatisfaction. Ça va de pair avec motiver et convaincre le CODIR. C'est en mettant en avant les pertes qui sont faites à gérer de la non-satisfaction et la non-qualité, pertes en temps,
tes pertes en chiffre d'affaires, etc., etc. Voilà. Donc c'est ça qui est essentiel. Et ce petit sondage le met vraiment en valeur. 56% des gens disent que le soutien du quotidien est essentiel. Et ensuite, l'incentive sur la satisfaction. Alors, je ne vais pas aller très très loin, mais dans la slide suivante, je vous ai mis quelques petits exemples en fait de retours clients. Donc en fait, on a des retours clients qui existent là-dessus sur l'importance de la satisfaction, pourquoi en fait c'est clé en fait dans les retours clients. Voilà. Donc ça c'est essentiel. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? N'hésitez pas, hein, je suis à votre disposition là-dessus. Donc, les quelques retours que je vous ai mis, c'est par exemple des bonnes pratiques comme diffuser chaque matin en fait diffuser chaque semaine à chaque manager les remontées de ses clients, de son périmètre, pour montrer un petit peu les réponses apportées par son client. Ça, c'est quelque chose qui marche très bien et qui est essentiel. Après, bien entendu, c'est la partie ROI. Si on arrive à démontrer le ROI aux dirigeants, à ce moment-là, on est sûr en fait d'avoir leur soutien. Et après, ce que je vais vous montrer en fait, c'est la partie diffusion de la culture client. Et on a un excellent exemple avec justement la Massif, qui met en place en fait un dispositif d'écoute client et collaborateur, donc qui est vraiment le pilier de leur expérience client. Mais en plus, en fait, ils arrivent sur des petits plus qui font vraiment la différence. À la Massif, en fait, on a organisé avec eux un webinar. Ils nous ont dit oui, c'est bien d'avoir l'écoute client, c'est bien d'avoir l'écoute collaborateur, mais ce qui va permettre de faire un petit peu la différence, c'est de motiver et d'engager une culture client. Et donc, par exemple, ils ont un programme qu'ils appellent les étoiles CX. Alors, les étoiles CX, qu'est-ce que c'est? Les étoiles CX, en fait, tout simplement, c'est un programme où il y a des idées qui sont remontées des collaborateurs, une vingtaine d'idées qui ont été remontées. Et en fait, sur cette vingtaine d'idées, il y a eu des récompenses sur les idées les plus intéressantes et les plus pertinentes au niveau de l'expérience client. Et comme ça, en fait, ils ont fait une remise des prix, ce qui a permis de montrer la dynamique et ce qui a été fait dans les différents services. Donc là, c'est intéressant. Ils ont également un autre truc qui fait un petit peu la différence et qu'on ne voit pas partout, c'est la partie comité réclamation. C'est-à-dire que lorsqu'un client est mécontent, il peut non seulement se plaindre en fait au niveau du service client, mais après il y a un comité paritaire avec à la fois des clients de la Massif, mais également des collaborateurs qui sont là pour essayer de se mettre d'accord sur les litiges un petit peu, les trucs un petit peu tendancieux sur les assurés, sur des cas un peu particuliers. Et il nous disait que parfois, en fait, le comité paritaire entre les assurés et puis les collaborateurs internes faisaient que finalement, c'était les assurés, les clients finaux, qui disaient finalement, il faut quand même dédommager cette personne-là, etc. Donc c'est intéressant de se dire qu'il y a comme ça un contre-pouvoir et on peut dire, voilà, on a vraiment, au lieu d'aller escalader, faire un truc juridique, faire perdre du temps à tout le monde, faire perdre de l'argent, et en fait, on va pouvoir comme ça trouver une solution à l'amiable. Le dernier point, ils ont également ici ce qu'ils appellent client au cœur, c'est-à-dire un programme de montée en compétences où il faut monter en compétences sur les personnes, sur l'écriture, sur la partie attitude, management, etc., etc. Et ça, c'est assez intéressant. Le deuxième cas pratique que je voulais vous partager, c'est Bouygues Télécom Entreprise, donc un client qui est assez emblématique puisqu'en fait, l'excellence opérationnelle est vraiment très, très importante chez eux puisqu'en fait, leur promesse est assez forte, c'est « on est fait pour être ensemble ». Et quand on dit « on est fait pour être ensemble », il faut vraiment avoir les résultats qui sont à ce niveau-là. Et donc, en fait, ils ont bien sûr mis en place un dispositif de feedback clients et collaborateurs omnicanal, puisqu'en fait, ils font de l'email, ils font du SMS, etc., etc. Ils ont un baromètre annuel pour comparer l'entreprise versus la perception des clients, afin de vérifier leur positionnement. Et donc, ils ont les enquêtes de satisfaction aux différents moments du parcours client. Ils ont du speech analytics pour analyser les conversations téléphoniques. Ils ont des enquêtes sur mesure pour mesurer des points précis, par exemple une enquête digitale sur l'espace client, et donc l'écoute collaborateur. Ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils essayent vraiment de prendre ces différents leviers-là pour déterminer où agir, mais surtout ce qui est intéressant, c'est cet aspect ROI. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils vont dire, tiens, on va faire telle amélioration, ils vérifient quel va être l'impact et quel est l'impact derrière sur la satisfaction et la fidélité. Combien de clients on a gardé là-dessus? Est-ce que ça a un impact sur le churn? Et surtout, est-ce que les clients se rendent compte de cette fidélité-là? Et ça permet de faire véritablement bouger les lignes et de prouver à la direction, prouver aux directions métiers qu'il est important de travailler sur différents impacts du parcours client. Ça, c'est vraiment essentiel parce que ça permet donc de savoir ce qu'on va faire. La deuxième chose qui est intéressante là-bas,
c'est qu'ils travaillent vraiment sur ce qu'on appelle des user stories, c'est-à-dire qu'ils essaient de travailler sur un parcours client qui est modélisé. Quand ils font une amélioration, ils disent, ben, tiens, en tant que client, je fais ci, je fais ça. Et ils se servent également des feedbacks des clients pour convaincre les personnes qu'il y a véritablement un souci. Par exemple, ils ont eu un problème il y a quelques temps sur la partie facturation. C'est vrai que ça remontait régulièrement aux enquêtes de satisfaction. Et puis le service comptabilité et facturation disait, bah non, tout se passe bien, la facture, elle est bien. Et ils se sont rendus compte qu'avec le volume de verbatim, les verbatim qui étaient liés, que finalement, il y avait un véritable problème sur la partie facturation. C'était un point douloureux, alors qu'au niveau des équipes, pour eux, bah non, ce n'était pas un point douloureux. Voilà. Je vous ai mis également dans les slides quelques bonnes pratiques. La bonne pratique, c'est tout simplement détecter ce qu'on appelle le ventre mou. C'est les gens en fait qui disent voilà, j'ai mis une note de par exemple de 2 sur 5. Ils sont pas vraiment mécontents, mais ils sont pas vraiment contents. Et en fait, grâce à l'analyse sémantique de ce ventre mou, on va pouvoir mieux analyser la satisfaction des clients. Deuxième chose, c'est bien sûr intégrer la notion de fidélisation dans les roadmaps pour faire les choix produits et bien sûr faire des enquêtes digitales parce qu'il n'y a pas que comment dire, le classique au téléphone, par mail, etc. Il y a également les interactions sur les sites web qui deviennent de plus en plus importants. Alors, j'en arrive à la fin de ma partie, après on passera à la partie de Frédéric. C'est tout simplement de se dire, mais comment on peut être encore plus proche de ses clients? Alors, donc, quand j'ai interrogé comme ça nos clients, et je leur ai dit, qu'est-ce que vous faites de particulier pour être plus proche de vos clients et acquérir leur fidélité? Et en fait, la première chose, c'était les rencontres physiques et les clubs utilisateurs. J'en ai parlé à Bouygues, ils me disent, voilà, on a des clubs utilisateurs. Donc, nous aussi, chez Locan, on a un club utilisateur. On a un club qu'on rencontre avec nos clients dans lequel, en fait, on se rencontre et on essaie véritablement de nouer du lien, les écouter, avoir du feedback. On essaye de le faire au moins une fois par an. Donc, le club utilisateur, la rencontre physique est vraiment essentielle. Au-delà des interactions digitales, le fait de discuter avec quelqu'un, d'échanger en face à face, ça fait vraiment la différence. Donc, un autre point qu'on m'a remonté, c'est la partie voir ses clients dans l'usage au quotidien, donc le vie ma vie, aller rencontrer des clients, voir comment ça se passe chez eux. Donc, faire aller les équipes, c'est ce qu'on fait chez Locan, faire venir les équipes sur les plateaux de nos clients pour voir un petit peu comment ils travaillent. Troisième point, créer du lien sur les réseaux sociaux. Moi, je le fais beaucoup, mais c'est être accessible. Moi, des fois, j'ai des personnes qui disent, tiens, voilà, comment ça se passe pour tel produit, et créer comme ça un lien digital. Ça permet de nouer un lien avec plus de personnes, plus d'utilisateurs, sans en fait devoir multiplier les rencontres physiques. Un autre point, mettre en place une communauté en ligne. Par exemple, on a un partenaire, Trust, qui permet en fait de mettre en place des communautés d'utilisateurs en ligne. Par exemple, des communautés d'utilisateurs de solutions qui vont en fait pouvoir en fait répondre à des demandes, répondre à des problématiques particulières. Et ça, en fait, ça permet d'avoir des feedbacks réguliers, de leur poser des questions en direct et également avoir des retours, faire tester en amont en fait des solutions. Un autre point également, c'est ce qu'on appelle les focus group et les panels. C'est-à-dire que lorsqu'on a un besoin particulier sur un produit, sur un process, sur un lancement, etc., en fait, le focus group et le panel est vraiment intéressant. Et c'est vrai que Frédéric Genexac de La Poste nous l'a dit, c'est ce qu'il faisait également au niveau de La Poste. Donc, travailler sur des panels de clients qu'on interroge régulièrement et qui permettent en fait d'avoir des retours vraiment qualitatifs. Et ça, en fait, cet aspect j'écoute, cet aspect je récupère du feedback est également essentiel. Un autre point également qui est remonté lors de ce petit feedback que j'ai récupéré auprès de nos clients, c'est la partie programme ambassadeur, programme VIP. C'est vrai qu'en fait, lorsqu'on a des relations privilégiées avec quelques personnes, c'est intéressant d'avoir leur feedback, leur dire tiens voilà, en avant-première, qu'est-ce que vous pouvez en fait nous dire si on sort tel produit, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et en fait, avec ce programme ambassadeur et VIP, on peut créer du lien avec ce que j'appelle moi des power utilisateurs, des super utilisateurs, qui vont en fait pouvoir remonter en fait du feedback à valeur ajoutée et être un petit peu en amont des réflexions, essayer d'un petit peu capter les tendances. Voilà. Donc ça, c'était quelques exemples de comment faire pour être plus proche de ses clients. Donc, ce qui est vraiment important de se dire, c'est qu'on a vraiment plusieurs moyens de pouvoir générer de la fidélité chez ses clients. Donc, la base, nous, on le voit, c'est comme cette écoute client au travers des enquêtes de satisfaction. Et après, on peut vraiment aller au-delà. Donc, l'enquête collaborateur, bien entendu, mais également mettre en place différents canaux et différents leviers qui peuvent être physiques ou pas pour améliorer son écoute client.
Donc, la question, une fois qu'on s'est dit on veut fidéliser, c'est comment sortir du lot, effectivement, et comment avoir des messages qui soient suffisamment distinctifs de l'ensemble des messages que peuvent recevoir nos clients. Donc, aujourd'hui, le constat est que les clients, les cibles auxquelles on s'adresse, elles sont noyées de messages liés au digital. Donc, chaque minute, j'ai mis quelques exemples qui sont quand même parlants. Chaque minute, c'est 38 millions de messages qui sont envoyés auprès des clients dans le monde. C'est 18 millions de SMS, 187 millions d'emails, et donc c'est près d'un milliard, 10 milliards de mails qui sont envoyés chaque heure au travers de la planète. Et donc, rien qu'en exprimant ce type de chiffres, on constate que cette masse de messages peut fatiguer les bases clients. Et donc, on a une vraie problématique à essayer de gérer finalement l'attention et favoriser la meilleure attention possible, en tout cas, qu'on peut porter à la marque. Tout à l'heure, j'ai relevé l'équation de la fidélité qu'évoquait Frédéric. L'équation de la fidélité, c'était c'est quoi la promesse de votre marque et c'est quoi l'émotion qu'on arrive à générer au travers de la marque. Et donc, c'est vraiment les choses sur lesquelles on s'attache à travailler à la Poste parce qu'on a un peu en fil conducteur de nos actions l'idée que l'équation gagnante pour fidéliser, c'est un triptyque. C'est d'abord capter l'attention parce que si on n'arrive pas à émerger dans l'ensemble de ces messages, on va avoir du mal à être marquant et à être mémorable. Et donc, capter l'attention, ça doit nous emmener vers une mémorisation des messages qu'on veut adresser aux clients. Et une fois qu'on a généré de la mémorisation, l'idée, c'est aussi de favoriser de l'engagement, évidemment, parce que c'est ça, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, qui va permettre de générer de la répétition, qui va permettre de générer de l'engagement fidélisé et répétitif. Et c'est ça que les marques veulent obtenir, c'est finalement avoir la garantie qu'on va avoir une démarche transactionnelle répétée pour pouvoir avoir au final du gain ROI au travers des messages qu'on envoie. Donc, c'est vraiment toutes ces problématiques-là sur lesquelles on travaille à la Poste. Encore une fois, je le répète, sur les solutions marketing, on travaille beaucoup sur le digital, évidemment, parce que c'est ça qui est demandé par les clients, c'est ce sur quoi les clients s'attachent beaucoup. Et on essaye de, finalement, essayer de déterminer quel est le bon équilibre avec les canaux historiques sur lesquels on travaille, qui sont les canaux print. Comment on arrive à combiner finalement les deux pour favoriser l'équation gagnante de fidélisation que j'évoque ici, c'est-à-dire capter l'attention, être mémorable et favoriser l'engagement. Et donc, si on regarde les attributs des différents canaux, on a différentes analyses qui nous permettent d'avoir finalement, de connaître la contribution, en tout cas, à l'attention que chacun peut générer. Et donc, évidemment, on constate que tout ce qui est Internet, bannière Internet, on est souvent très sollicité sur ce genre de canal et ça n'a pas forcément un aspect, un effet d'attention, en tout cas sur une itération qui est très favorable. À l'inverse, le courrier publicitaire, je mets de l'autre côté de la ligne, lui, il va favoriser énormément d'attention parce qu'il est suffisamment rare pour favoriser en tout cas une attention particulière. Quand les clients nous disent qu'ils reçoivent du courrier, ils y prêtent attention, ils prennent le temps de le lire, ils en reçoivent encore une fois pas tous les jours, et donc c'est ça qui fait émerger ce canal parmi les autres. Et entre les deux, on a différents autres supports sur lesquels on est plus ou moins favorablement attentif. Mais encore une fois, ce point de départ d'attention rentre à notre sens pleinement dans l'équation de la fidélisation. Deuxième élément, l'émotion. Et donc, Frédéric en parlait tout à l'heure dans l'équation de la fidélisation. L'émotion, le facteur émotionnel, c'est un facteur essentiel dans l'équation de la fidélisation. Et donc là, pareil, on a un certain nombre d'études et d'analyses qui nous permettent de mettre sur le même plan, en tout cas d'analyser le facteur émotionnel qu'on a au travers des canaux digitaux et qu'on a au travers des canaux papier. Et donc, si on analyse ça, le canal courrier, encore une fois, non saturé par rapport aux canaux digitaux qui sont plutôt saturés, favorise énormément d'émotions, notamment par rapport aux réseaux sociaux, à peu près 4 fois plus d'émotions sur un message publicitaire
au travers du canal courrier par rapport aux réseaux sociaux, 2 fois plus d'émotions sur le canal courrier par rapport à l'email. Les analyses qu'on a pu faire sur ce genre de sujet, comme on arrive à déterminer l'émotion qui se cache derrière les différents messages, c'est des analyses qui sont faites au travers de la prise d'indicateurs de type pulsation cardiaque ou attention, eye tracking à la lecture de messages en comparant à la fois le canal courrier et les canaux digitaux. Donc, ce qu'on voit derrière ces indicateurs-là, c'est que dans le mix qu'on doit créer pour favoriser de la fidélisation, on doit être attentif à bien gérer à la fois le digital et le print. Une fois qu'on a généré de l'émotion et de l'attention, il faut favoriser de la mémorisation parce que, in fine, c'est ça qu'on cherche. C'est-à-dire, on veut adresser un message, on veut l'adresser au bon moment, on veut l'adresser avec le plus de capacité à sortir du lot possible, mais il faut que le message soit retenu derrière, que le message passe, entre guillemets. Et là, pareil, on a pu faire des comparaisons entre les canaux print, donc imprimés publicitaires non adressés ou canal courrier adressé, et les autres canaux. Et encore une fois, non-saturation, capacité à être ciblé et adapté en fonction du contexte du client, ça permet d'avoir la meilleure combinaison possible. On est sur, par exemple, le canal courrier adressé, un canal qui est extrêmement personnalisable par rapport à la radio ou à la télé, évidemment, et qui est non saturé. Et donc, la combinatoire de ces 2 éléments-là fait que, en termes de mémorisation, c'est le canal qui ressort de manière le plus favorable. Tout ça fait que les annonceurs, encore aujourd'hui, quand on regarde le mix marketing de leur campagne et de leur dispositif de fidélisation, consacrent encore, évidemment, majoritairement de l'énergie sur les réseaux sociaux, sur l'emailing, et sur le travail autour de leur parcours client sur leur site Internet, mais gardent encore un canal courrier dans leur dispositif global parce que ça permet de faire tout ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire de générer pour certaines cibles de la mémorisation et de l'attention et d'engager. Et ça permet aussi de s'adresser à des clients ou à des clients qui ne sont pas toujours opt-in sur les réseaux digitaux. Si je continue et que j'essaye de déterminer finalement quelle est, en fonction de chaque grande étape du cycle de vie client, la part des canaux qui sont consacrés plutôt au digital ou plutôt au postal ou au physique ou offline de manière générale. Sur la phase de recrutement, on est plutôt sur de l'usage du digital. Et sur les phases qui suivent, la partie fidélisation, relation client, Frédéric en parlera beaucoup mieux que moi, ou traitement des clients VIP ou ce genre de choses, on est sur un mix qui va plutôt allier les canaux digitaux et le canal print, le canal courrier. Si on continue sur ce genre de choses, voilà, on a essayé de détourer avec Frédéric certains exemples qui sont particulièrement parlants pour expliciter ces différentes étapes et les différents use cases qui peuvent se cacher derrière. Et donc, Frédéric avait un premier exemple à nous partager avec La Fourche. Donc, en fait, ça, c'est un exemple assez intéressant. En fait, on voit bien que là, c'était un site e-commerce qui voulait vraiment réactiver ses clients, puisqu'en fait, ils se rendent compte que les clients ont commandé 1 fois, 2 fois, et puis après, ils étaient inactifs. Et le fait d'envoyer des emails, en fait, on passait toujours inaperçu. Et donc, ils ont créé en fait un effet waouh en envoyant tout simplement un courrier manuscrit à leurs clients. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont essayé de faire un courrier un petit peu personnalisé à leurs clients en disant tiens, voilà, vous aviez commandé tel truc, etc. etc. Donc tout le monde s'y est mis, vous voyez ici avec la table, avec les courriers, etc. etc. Et grâce à ça, ils ont un résultat qui est quand même assez exceptionnel parce que 33% de réactivation et une surprise des clients, c'est quelque chose d'assez intéressant. Le point négatif qui m'avait été remonté, c'est que justement, ça mettait du temps à être écrit. Et justement, là, Frédéric, je pense que tu peux nous montrer juste après qu'il existe en fait maintenant des solutions techniques pour un petit peu pallier à ça. Alors, je te laisse le montrer à l'écran. Oui. Alors, j'espère que je suis allé trop vite, pardon. Alors oui, il y a des nouvelles solutions qui sont apparues. Alors,
on a découvert ça aussi, nous, à La Poste. C'est une entreprise qui s'appelle Manuscrit avec un Y à la fin, qui fait ce genre de courrier. En fait, c'est des courriers qui sont réalisés par des robots qui sont capables d'adopter des typos qui simulent finalement une écriture manuelle à grande échelle, à relative grande échelle, parce que c'est pas non plus ils peuvent pas imprimer des millions de plis de ce type-là, mais ils peuvent en faire en tout cas quelques milliers sans trop de problèmes. Et on a trouvé ça particulièrement intéressant. Là, c'est une campagne La Poste que j'ai mise en œuvre, mais on a testé nous-mêmes ce canal pour voir ce que ça pouvait donner. On trouve ça particulièrement pertinent parce que c'est exactement l'effet recherché, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est vraiment le commercial de la solution en question qui nous a adressé, qui a pris son temps à nous écrire à prendre son enveloppe, à écrire une lettre, etc. Et en termes d'attention, d'émotion, on est exactement dans le ton qu'on souhaite donner et on fait le pari que ce genre de dispositif permette vraiment d'émerger par rapport à de la bannière digitale ou de l'emailing clairement. D'autres exemples, des choses qui sont aujourd'hui pratiquées pour animer les bases clients, recréer du lien, recréer de la visite, du drive-to, drive-to store, drive-to web. On a par exemple Leroy Merlin qui a travaillé sur de la génération de trafic pour des clients qui étaient abandonnistes ou en perte de vitesse. L'idée, c'était de recréer de la visite en magasin, de redonner de l'intérêt à la visite en magasin, parce que il faut redonner aux clients l'idée de ce que ça peut être venir voir un conseiller en magasin. Et donc, ils ont lancé des campagnes. Et alors, il y a évidemment la partie avantage client avec un bon d'achat. Mais ce qui était plus intéressant, c'était que le parcours, il y avait un rebond avec un QR code. Et la bonne nouvelle, entre guillemets, dans la partie print to web, c'est que le QR code, avec l'effet Covid, qui était obligatoire, il était quasi obligatoire de comprendre comment fonctionnait un QR code pour pouvoir se justifier auprès des administrations. Et là, on utilise le QR code et il y a beaucoup plus d'habitude maintenant à l'usage du QR code pour renvoyer vers une web app qui est une web app où on peut simuler la visite en magasin. On peut vraiment avoir une expérience immersive avant d'aller en magasin pour pouvoir savoir ce qui va se passer dans le magasin et comment on peut être conseillé. Et on a eu des résultats, ils ont fait, c'était un test, 8700 envois, qui a permis de générer un taux de retour de 1,6%, qui est très bien pour ce genre de dispositif, et un chiffre d'affaires de plus de 100 000 euros. Donc, ils étaient extrêmement satisfaits de ce dispositif. Et on voit là que c'est grâce à la reprise de parole en papier qu'ils ont pu régénérer le circuit qui amène au magasin. Il y a d'autres réflexions, on voit d'autres usages, des nouveaux usages qui, encore une fois, font le lien entre le digital et le print. C'était les exemples qu'on avait recherchés avec Frédéric. Là, un exemple qui a été initié par Sephora Canada, c'est pas en France, mais que moi je trouve particulièrement intéressant, c'est l'inverse, c'est-à-dire là on n'est pas du print to web, on fait du web to print, puisque entre guillemets, en tout cas, c'est des gens qui ont fait des visites sur le site de Sephora et qui ont abandonné un panier, un classique. Et donc là, Sephora Canada, eux, ils ont imaginé que ça pouvait être une manière un peu différente de travailler les clients, de leur dire, voilà, on vous relance par courrier et on vous réincite à revenir, que ce soit en digital ou en magasin, au travers d'un courrier. Ça, c'est des choses sur lesquelles on commence à voir des besoins qui émergent, notamment sur des activités où on a des cycles d'achat qui sont longs, qui sont des achats impliquants. On peut imaginer que quelqu'un qui fait une simulation pour concevoir sa cuisine en ligne ou se renseigner, ça peut être intéressant de se dire on va lui renvoyer un courrier parce que de toute façon, il ne va pas acheter sa cuisine du jour au lendemain, il y a peu de chance. Mais on sait qu'il a eu une intention et ça peut être un élément physique plus marquant que de le relancer sur un canal print. Plus généralement, et pour finir, le constat qu'on a eu à la suite du Covid, on a fait une étude en 2021, c'est que les projets d'achat sont débattus la plupart du temps à domicile. Et pour finalement illustrer
le message qu'on veut faire passer ici. Si on reprend notre équation où on essaye de favoriser de l'attention, de la mémorisation pour activer et initier un parcours transactionnel favorable, les clients aujourd'hui, le meilleur endroit pour les mettre dans cette configuration-là, c'est de les toucher au domicile. Et la meilleure manière de les toucher au domicile, c'est de les toucher avec un média où ils ont du temps et de l'attention possible. C'est pas forcément toujours dans le métro avec une notification qui vont avoir le plus d'attention et qu'ils auront plus la capacité à enregistrer, à mémoriser les messages. Et donc, on travaille beaucoup à la Poste autour de cette idée que c'est en activant les clients sur des achats à domicile, donc il faut les toucher au domicile, qu'on peut avoir les performances les plus favorables dans les campagnes clients. Et donc, notre conviction aujourd'hui, c'est de capter l'attention au domicile. C'est vraiment la nouvelle quête pour fidéliser les clients et les rentrer dans un cycle de transactionnel favorable. Merci pour votre attention. On a dépassé légèrement le timing. Ce qu'il fallait retenir aujourd'hui, c'est que pour fidéliser, avant tout, il faut être irréprochable sur ses fondamentaux. Donc, on a dit la qualité de produit, le parcours client. Et pour cela, en fait, il faut bien sûr rester à l'écoute de ses clients, rester en phase avec leurs attentes et surtout agir. Récolter du feedback, c'est bien, mais agir, c'est mieux. Après, pour sortir du lot, rester dans les mémoires, garder vraiment cet aspect émotionnel et relationnel, il faut savoir allier digital et physique et gérer en fait de l'omnicanalité en phase avec des parcours clients et si nécessaire, justement, mettre un courrier qui va sortir du lot et sortir des esprits. Et je crois qu'il y a eu quelques questions d'ailleurs sur le sujet. Donc nous, on vous a proposé un plan d'action assez simple. Dès maintenant, lancez bien sûr une enquête sur l'ensemble de vos clients pour déterminer un petit peu les opinions génériques. Faites un bilan, faites un point sur votre dispositif de feedback actuel, vérifiez les datas de votre CRM, en particulier si vous faites du courrier papier, est-ce que vous avez bien les coordonnées. Mettez en place des quick wins, identifiez ou mettre du physique dans un monde vraiment qui est souvent trop virtuel. Faites un test et vous verrez parfois les ROI, on est vraiment étonné par des campagnes papier. Nous, on l'a fait par exemple pour des événements particuliers ou même pour des VIP. On avait envoyé par exemple des livres blancs papier à des cibles VIP d'une centaine de personnes. Je crois que c'était 100, 200 personnes sur du livre blanc mutuelle assurance. Et on a eu des retours vraiment très intéressants parce que justement, les personnes, c'était pas un énième livre blanc envoyé par mail, mais c'est vraiment quelque chose de la valeur ajoutée qui a vraiment marqué les esprits. Puis bien sûr, après, monter en puissance sur le sujet. Donc, merci à tous. Merci Sabine, merci Franck, merci Véronique pour votre attention et d'avoir assisté à ce webinaire. Si vous voulez en savoir plus, on a mis ici à l'écran les informations sur la Post Business Solutions. Vous avez également les coordonnées d'Eloquent. Et si vous avez des questions, vous pouvez donc nous contacter et on se fera un plaisir de vous présenter les solutions à la fois Eloquent et les solutions de la Poste. Merci à tous et rendez-vous donc pour un prochain webinaire qui se déroulera le 1er juin. Et dans ce webinaire, on va parler des innovations au centre des contacts. On parlera des bots, on parlera du SVI visuel, on parlera du speech to text, du speech analytics, on parlera des mailbots. Donc, on parlera pas mal d'innovations techniques. Donc, si vous êtes intéressé au niveau des innovations du centre de contact, rendez-vous dans à peu près un petit mois pour un webinaire dédié aux innovations au centre de contact. Donc, à bientôt et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir.